Oui, je voulais revenir un petit peu sur le programme de recherche. Vous avez la louable intention de sélectionner un certain nombre de projets issus, je suppose, de travaux de recherche et d'en retenir quelques-uns qui vous semblent probablement à juste titre parmi les plus intéressants. J'ai eu une expérience il y a déjà assez longtemps, quelques décennies, lorsque j'étais ingénieur à l'aérospatiale, où nous avons essayé de mener justement un travail conjoint en recherche appliquée, je précise, parce qu'à l'époque, on commençait à s'intéresser aux nouvelles énergies et en particulier aux capteurs solaires. Et j'avais pu constater qu'il y avait quand même un décalage relativement important entre les gens qui faisaient de la recherche pure sur un plan scientifique et les besoins des industriels pour justement passer au stade de la réalisation des travaux théoriques de façon à faire quelque chose qui était présentable, je dirais, industriellement parlant. Alors, je n'ai pas très bien saisi quels étaient finalement les critères qui allaient vous permettre de sélectionner parmi les programmes que vous allez analyser, enfin, qu'analyseront les gens en charge de ce choix, sur quelles orientations allait-elle porter, et en particulier, est-ce qu'on prendrait en compte l'aspect industrialisation de ces projets. Merci, Monsieur le Président. Je passe la parole à Madame Well. Oui, merci. Alors, plusieurs réponses. Tout d'abord à Monsieur Goichman. Je me suis peut-être pas bien exprimée tout à l'heure, mais le dispositif étoile montante est à destination des chercheurs sur de la recherche fondamentale et pas sur la partie appliquée industrie. Et c'est vrai qu'il y a un distinguo entre les deux et c'est bien destiné à la recherche fondamentale. Peut-être de réinsister sur le fait que c'est l'attribution de ces fonds doit permettre à ces chercheurs d'accéder à des financements d'excellence au niveau européen. Et là, c'est important parce qu'on sait aujourd'hui que nos moyens sont contraints et cet appel à projet doit permettre à ces chercheurs d'accéder à des financements très importants au niveau européen qui leur permettent de mener des projets, entre guillemets, où ils ont un peu carte blanche, c'est-à-dire que c'est sur des projets qu'ils ont déterminés et ils sont à la pointe de l'excellence. Alors, sur votre question par rapport aux critères de sélection, c'était inscrit dans le cahier des charges qui vous a été transmis, mais je peux vous le relire rapidement. C'est d'abord évidemment les laboratoires, les directions des laboratoires de rattachement des chercheurs qui font ces évaluations et qui sont garants de la recevabilité des candidatures. Sont demandés une excellence et le haut potentiel du chercheur pour atteindre l'objectif de candidater à l'ERC, la qualité scientifique, l'originalité et la faisabilité du projet, l'impact du projet en termes de reconnaissance et de visibilité internationale, etc. Voilà. Mais vous avez l'ensemble des critères qui sont indiqués dans le cahier des charges. Après, vous avez raison sur ce sujet de décalage entre la recherche pure et la partie industrialisation. C'est l'une des raisons pour lesquelles ont été créés en particulier les IRT, pour adresser ce manque, on va dire, dans l'échelle des TRL et de maturation de la recherche. Et c'est aussi le rôle des pôles de compétitivité de faire travailler ensemble les académiques et les industriels qui avaient l'habitude de fonctionner chacun de leur côté. Et je pense que, en tout cas, les pôles de compétitivité en France ont fait nettement progresser sur ces sujets-là. Et au niveau de la région, on est attentif à ce point. Pour vous donner deux exemples, d'une part, on a demandé aux pôles de compétitivité de faire ce qu'on appelle des journées chercheurs en entreprise, parce que souvent, il y a des entreprises qui vont visiter des labos de recherche, mais aussi qui est l'inverse, pour qu'ils aillent comprendre le monde de l'entreprise, ce qu'un certain nombre d'entre eux ont déjà fait évidemment, et puis également le soutien aux thèses CIFRE qui permet d'avoir des chercheurs qui vont faire des thèses dans les entreprises, et on va proposer un dispositif qui est encore à monter, qui s'appelle du pré-CIFRE, qui est une forme de CDD pour que l'entreprise et le chercheur, avant de s'engager pour 3 ans, puissent vérifier qu'il y a une bonne cohérence entre leurs deux projets.
Ensuite, Monsieur Clergeau, vous avez tout à fait raison. L'enseignement supérieur, et en particulier en région, est clairement dans une phase de mue, avec un ancien modèle, un nouveau modèle qui est en cours de construction. Vous l'avez rappelé, l'Université Bretagne-Loire, le projet d'ICIT qui a été obtenu par l'Université de Nantes avec 3 autres fondateurs que sont l'École centrale de Nantes, l'INSERM et le CHU. On sait que ce projet est en difficulté puisque l'École centrale de Nantes a décidé de sortir du projet en tant que membre fondateur, mais pas de sortir du projet en tant que tel. Et nous sommes évidemment très attentifs à l'évolution et je suis en constante relation avec le président de l'université, le directeur de l'École centrale Nantes que j'ai encore rencontré cette semaine et avec un certain nombre de conseils d'administration qui vont se dérouler entre autres la semaine prochaine et qui sont tout à fait importants. Sur les technocampus, je laisserai mon président de commission répondre. Par contre, juste un point quand même qui n'apparaissait pas clairement dans votre intervention, c'est qu'au Mans, il y a 2 parties dans le projet. Il y a une partie technocampus pure, où là, l'objectif, c'est de faire venir des entreprises qui vont travailler en termes d'innovation ouverte avec les académiques. Et il y a aussi une partie purement recherche, le Mans acoustique, qui là est bien dans un modèle classique, type CPER, de financement par la région, l'État et les collectivités. Donc la partie recherche est bien prise en compte dans cette partie Le Mans acoustique, la partie technocampus ayant plus vocation à accueillir les entreprises. Et c'est ça qui fait l'intérêt de ce projet, c'est cette complémentarité. Enfin, Madame Debord, sur l'importance de l'engagement sur l'enseignement supérieur, j'en suis convaincue comme vous. J'ai rappelé en introduction l'évolution du nombre d'étudiants et la nécessité de notre engagement. Et je ne vous donnerai qu'un chiffre, même si je ne suis pas une fan, vous avez pu le comprendre, de mesurer la politique en fonction des dépenses. Mais sur les années 2016 et 2017, nous avons multiplié par 2 les autorisations de programme pour l'enseignement supérieur, puisque sur 2016-2017, ce sont en moyenne 18 millions d'euros par an qui ont été mis, alors que sur le mandat précédent 2010-2015, c'était 9 millions d'euros. Et dans tous ces projets, bon, il y a les projets qui ont été renégociés par Bruno Retailleau sur le CPER, mais il y a également un certain nombre d'établissements privés, je pense à l'école de design de Nantes Atlantique, on a des projets également avec l'ICAM et nous sommes très attentifs à financer des projets où il y a une augmentation du nombre de places parce que c'est là que va se jouer clairement l'avenir au niveau de notre région. Voilà, et je note votre accord quand même sur le projet Étoile montante, même si vous trouvez que nous n'allons pas assez loin, mais nous avons fait le maximum. Merci. Merci Madame Well.